Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vous appelez au 39 21, nous dialoguons ensemble chaque midi. Voici les sujets du jour. Alcool et grossesse, les risques existent dès le premier verre. On attend vos témoignages. Témoignages également sur les discriminations que vous avez pu subir au travail, par exemple. On en parlait dans le journal de 13h. Mais d'abord, Jean-Michel, la réforme du Code du travail, réforme à venir en 2016. C'est ce que vient de confirmer Manuel Valls. Bonjour Gilles. Bonjour, je suis Gilles Roland. Gilles Roland, bien bonjour Gilles Roland, nous sommes heureux de vous accueillir sur Europe 1. Vous êtes chef d'entreprise à Paris ? Absolument, j'ai 450 salariés. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est compliqué de gérer 450 salariés avec le Code du travail actuel ? C'est compliqué parce que nous fabriquons par exemple des bornes de recharge chez Groslo près d'Angers, 150 salariés, et 300 à Angoulême ou Arts Energy fabriquent des batteries rechargeables. Le problème en France, c'est que le Code du travail, il est gros, il est compliqué, mais surtout il change tout le temps. 10% d'articles qui changent tous les ans et une jurisprudence très lourde. Ça nous oblige à être extrêmement rigide dans notre façon de faire. De quelle manière rigide ? Vous voulez dire quoi ? Ça nous oblige à être rigide. Par exemple, lorsque vous voulez changer les horaires dans une usine parce que vous avez un afflux de commandes, changer les horaires de l'usine, c'est extrêmement compliqué. Il faut beaucoup de réunions avec les délégués du personnel pour changer les horaires. En même temps, le Code du travail, Gilles, est un peu protecteur pour les salariés, on peut le comprendre, parce que sinon, on embauche, on débauche, enfin, sinon vous en profiteriez peut-être un peu. Alors, on comprend que les syndicats aient un peu peur de mettre le doigt dans la réforme du Code du travail. Vous mettez le doigt sur le licenciement. En France, licencier, c'est très compliqué, mais surtout, c'est très cher. On ne sait pas combien de temps ça va durer, combien ça va coûter à la fin. Moralité, tous les groupes, toutes les entreprises françaises font tout ce qu'ils peuvent pour éviter les embauches. On fait des CDI, on fait des CDD au maximum, on prend de l'intérim, on sous-traite, on évite l'embauche. C'est ce que vous faites, vous, Gilles ? Le Code du travail a trop protégé, empêche les entreprises d'embaucher. C'est ce que vous faites, vous, Gilles ? Bien sûr, comme toutes les entreprises françaises. Vous l'embauchez. Vous auriez pu embaucher, vous ne le faites pas. Bien sûr. Et quand vous embauchez quelqu'un en CDD, au lieu de l'embaucher en CDI, parce que vous saurez que peut-être qu'un jour ce sera difficile de s'en séparer, cette personne, comme elle est en CDD, elle a du mal à se loger, elle a du mal à emprunter pour acheter une voiture, et donc on lui complique sa vie. Et donc on crée nous-mêmes des chaînes de complications. Le premier problème, Gilles, selon vous, ce n'est pas les 35 heures, par exemple, dont on parle beaucoup, mais c'est la possibilité de licencier plus facilement que vous ne pouvez le faire aujourd'hui, c'est ça ? Le premier problème, d'abord, c'est que la loi change trop souvent. D'accord. Et ce manque de visibilité est terrible pour les entreprises. Ça, c'est le premier problème. Après, effectivement, il faut flexibiliser, simplifier. Les 35 heures, bien sûr, mais également les procédures d'embauche, les procédures de dialogue social, les seuils sociaux. Il y a 35 seuils sociaux en France. C'est effroyable. Il faut simplifier, mais il faut quand même penser aussi à protéger un peu le salarié. Absolument. Il faut un contrat de travail protecteur qui donne des vrais droits lorsqu'on est licencié, mais pas des droits inconnus avec derrière des procès, on ne sait pas ce qui va se passer. Si vous aviez par exemple une indemnité fixe en fonction de votre ancienneté, ce serait beaucoup plus simple. Merci pour votre témoignage. Mais je vous en prie, très bonne journée. Très bonne journée à vous, Gilles. Vous avez 450 salariés et j'accueille maintenant sur l'antenne d'Europe 1 Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Soissons, alors vous avez un peu moins de salariés, je crois. Hein. Oui, moi je suis une toute petite entreprise. Vous avez combien de salariés ? Eh bien, on n'est plus que 2. Plus que 2, d'accord. Pourquoi plus que 2 ? On n'est plus que 2. Et pourquoi bientôt, plus que 2, Sophie ? Parce que la crise est passée par là et que je suis dans un secteur qui est sinistré, donc petit commerce. Oui. Et de textile, de surcroît, donc moins de trafic, moins de ventes, moins de chiffre d'affaires, etc. Et vous, le débat sur le Code du travail, vous le vivez comment, Sophie ? Qu'est-ce que vous attendriez comme changement ? Oui. Je le vis très mal en ce moment parce que, si vous voulez, mon entreprise a perdu beaucoup de parts de marché parce que c'est la crise. Et donc, je ne peux plus assumer le salaire de ma vendeuse, que j'adore par ailleurs, parce que ça fait 13 ans qu'on travaille ensemble. Et je suis obligée de la licencier. Seulement, voilà, moi, petite entreprise, vu les protections qui sont installées pour le salarié, ce qui est nécessaire, mais pas à ce point-là, je n'ai même plus les moyens de la licencier. Ça vous coûterait trop cher de la licencier ? Je ne peux pas. Ça va me coûter plus de 10 000 euros pour licencier quelqu'un qui a 13 ans d'ancienneté. Je n'ai pas cette trésorerie-là, moi, dans une petite entreprise. Et donc, on en est arrivé à quelque chose de complètement aberrant, c'est-à-dire que si je ne trouve pas les fonds pour licencier ma vendeuse, qui, elle, par ailleurs, aurait droit au chômage et a droit à tout, moi, je n'ai droit à rien, donc je n'ai déjà plus de salaire parce qu'il faut que je la paye, elle.
j'en suis arrivée à faire des CV et à chercher du travail ailleurs. C'est-à-dire que je vais laisser ma vendeuse dans ma boutique, dans mon bien, si vous voulez. C'est moi qui prends tous les risques, mais je n'ai pas les moyens de la licencier. C'est une situation assez et en plus, je le fais à contre-cœur. Non, c'est pas étonnant. Venez dans les petites rues commerçantes, on est plein à vivre ça. On est plein. Si vous voulez, les règles sont faites pour les grosses entreprises qui ont des ténors, qui prévoient, qui font plein de choses. Mais nous, on n'a pas toute cette pléiade de gens autour de nous pour nous aider. J'entends votre témoignage, Sophie, et il est tout à fait intéressant, mais les règles de licenciement, les règles financières de licenciement, personne ne veut y toucher pour l'instant. C'est-à-dire qu'un salarié qui est resté 13 ans dans votre entreprise, il part avec des indemnités. Mais moi, ça, personne ne le remet en cause dans le débat autour du Code du travail. Non, moi non plus, je ne le remets pas en cause. Mais si, par exemple, on avait le droit, quand l'activité baisse, de faire comme en Allemagne, c'est-à-dire de diminuer les heures et que ça soit pris en charge pendant un certain temps et qu'on revienne à meilleure fortune et qu'on reparte, ça éviterait d'abord du chômage et puis ça faciliterait les relations. Moi, ma vendeuse, elle est comme moi, on n'a qu'une envie, c'est de continuer à travailler ensemble. Donc, c'est pas bon, c'est trop raide, c'est trop figé. C'est où on vous garde, où on doit vous licencier. Il n'y a pas d'intermédiaire. Or, la vie d'une entreprise, c'est pas comme ça. C'est pas un long fleuve tranquille. Merci d'avoir. Ça, c'est bien sur les livres, mais c'est pas bien dans la vérité. Voilà, vous êtes dans la vraie vie, vous n'êtes pas dans le livre. Ah oui, je suis dans la vraie vie. Et croyez-moi, personne ne vous prête pour licencier quelqu'un. Évidemment, quand vous n'avez pas l'argent, vous faites comment ? Merci d'avoir apporté. Vous fermez la boutique, c'est tout. Et écoutez, on a bien compris votre témoignage, tout à fait intéressant. Merci d'avoir appelé Europe 1, Sophie, sur ce débat autour du Code du travail. Et maintenant, sur l'antenne d'Europe 1, Thierry, chef d'entreprise au Mans. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Jean-Michel Apathy. Vous avez beaucoup de salariés dans l'entreprise que vous dirigez, Thierry ? J'en ai eu un peu plus. Aujourd'hui, j'en ai plus que 5. Ah, vous aussi, la crise est passée par là. La crise est passée par là, donc le problème est aujourd'hui qu'effectivement, comme l'expliquaient tout à l'heure vos auditeurs, nous avons un grand problème et un gros problème de licenciement, voire un gros problème pour faire des heures supplémentaires à nos salariés qui refusent systématiquement de se présenter au travail. Donc nous n'avons aucun recours derrière ça, puisque après pour les salariés, comme disait votre auditrice, effectivement il faut quand même avoir un peu d'argent et de bénéfices dans l'entreprise. Donc à ce niveau d'entreprise, aujourd'hui, même moi je vais être obligé d'aller rechercher un travail à l'extérieur pour pouvoir diminuer mon salaire qui est déjà très bas dans mon entreprise, pour justement essayer de la sauver et sauver les quelques emplois qui restent. Si vous attendiez, vous, une réforme de ce Code du travail, vu l'expérience qui est la vôtre, laquelle vous paraîtrait prioritaire ? Alors moi je pense qu'il faut garder quand même tout ce que les salariés ont obtenu, mais de grâce, redonnez-nous un peu plus d'heures pour travailler, qu'on puisse sortir un petit peu de marge. On a tellement de choses à payer. Comme j'avais plus de salariés avant, toutes mes charges sociales que je paye sont basées sur ce que je faisais avant et non plus de l'état de mon entreprise d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire, pardonnez-nous un peu plus d'heures? C'est les 35 heures que vous mettez en cause? Voilà, les 35 heures, remettez-nous un petit peu plus d'heures. Ah, vous, ça vous semble être le problème, les 35 heures, principal? Voilà, moi je pense que c'est Sophie nous disait que ce c'était pas le premier problème, mais vous, c'est le problème pour vous, numéro un. Nous, dans ce qui nous concerne dans le bâtiment, c'est le problème, oui, parce que déjà nous payons nos salariés à se rendre sur les chantiers, puisque ce n'est pas un endroit fixe à chaque fois. Donc ce temps leur est déjà offert, enfin payé du moins, puisque c'est compté comme travaillé. Donc ce temps perdu n'est pas travaillé non plus sur le chantier. Oui, je comprends. Donc on se retrouve avec des heures de chantier qui ne sont pas suffisantes à facturer pour pouvoir subvenir à l'entreprise. Merci Thierry d'avoir appelé Europe 1 pour apporter votre témoignage de chef d'entreprise. C'est un débat délicat, le débat autour du Code du travail, parce qu'on peut comprendre les chefs d'entreprise qui réclament davantage de liberté, par exemple, pour licencier. Mais évidemment, les salariés ne peuvent pas non plus sans doute accepter de gaieté de cœur d'être licenciés selon le seul bon vouloir de celui qui dirige l'entreprise. Il faut trouver des équilibres. Faut-il revoir ces équilibres? C'est tout le débat qui va donc commencer, si on a bien compris, le Premier ministre autour du Code du travail.
Avez-vous été victime de discrimination au moment de louer un appartement par exemple ou au travail? On attend vos témoignages au 39 21. Le ministère de la Justice lance un nouveau site internet pour lutter justement contre ces discriminations. On en parle avec vous dans un instant. Et puis autre sujet, alcool et grossesse, les risques existent dès le premier mois, dès le premier verre. A tout de suite. Europe 1, il est 13h22. Maxime Switek, Jean-Michel Apathy sur Europe 1. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Dans un instant avec vous, nous parlons de ce mariage dangereux entre alcool et grossesse. Mais d'abord Jean-Michel, cette question que nous avons posée aux auditeurs en 39 21. Avez-vous été victime de discrimination? Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime. Bonjour. Vous nous appelez de Rennes. Oui, donc moi... Et la discrimination, vous savez ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est, oui, pour y être passée plusieurs fois. J'ai subi ça dans l'autobus. Je suis en fauteuil roulant et quand je me déplace avec mon auxiliaire de vie, je suis obligée de mettre un masque chirurgical. Et donc un jour, elle me met dans l'autobus. C'est une dame qui était assise quelques places derrière ma place réservée au fauteuil. Est venue me demander ce que j'avais, pourquoi je mettais un masque, est-ce que c'est contagieux, enfin tout ça. Alors ça nous laisse un petit peu quand même de marbre quand on entend ça, parce que c'est quand même un petit peu déplacé, je trouve, de ces gens, enfin un petit peu même plus que déplacé. Vous avez Je n'ai senti... pas à me justifier de ce que j'ai, quoi. C'est ça. Vous avez senti que dans cette demande, ça n'était pas de la gentillesse, mais Non, plutôt une forme d'inquiétude et donc Plus une agression. d'intolérance à votre avis, à votre égard. C'est plus de l'agression pour moi, en fait. Et donc vous l'avez mal vécu. Je l'ai très mal vécu, et puis la fois d'après, quelques temps plus tard, une bonne quinzaine de jours, nous reprenons le bus avec cette même assistante de vie. Et là, j'entends des ricanements, et puis j'entends une dame qui était avec une poussette qui voulait s'installer à la place de de moi-même et mon fauteuil. Je lui ai dit, là, c'est pas possible. Là, alors elle a insisté lourdement, le chauffeur de bus est arrivé. Et il a arrêté le bus et lui a dit, madame, là, c'est pas possible. La place est réservée en priorité au fauteuil. Elle n'a rien voulu savoir. Il a arrêté le bus sur un pont en plein centre-ville, chez moi, là-bas. Et il a appelé les contrôleurs et cette dame a eu une amende de 135 €. Ah ben écoutez, si ça lui a fait une forme de leçon, ce sera une bonne chose. Elle a fini son chemin à pied avec cet enfant sur les bras. Ça m'a fait beaucoup de peine. Moi, je pleurais parce que je culpabilisais beaucoup par rapport à ce petit enfant. C'était de ma faute qu'il descende. Enfin, moi, ça m'a beaucoup peiné, si bien qu'aujourd'hui, je ne prends plus le bus. Je reste enfermée chez moi. À cause de toutes ces mauvaises expériences, vous avez renoncé à prendre le bus. Exactement. D'accord. Et je sens que c'est douloureux pour vous de nous raconter cette forme de discrimination à laquelle vous êtes confrontés. Je crois qu'il faut aussi que nous, les personnes à mobilité réduite, il faut savoir aussi dire les choses, parce qu'il faut que ça se sache aussi que ça existe. Bien sûr. Et que les gens, il faudrait peut-être qu'ils soient un peu plus délicats, pour reprendre votre expression. Si votre témoignage, Pascal, permet à ceux qui peut-être nous écoutent et qui ont pu avoir des comportements de cette nature, eh bien, ce témoignage sera utile, Pascal. J'espère que les autres personnes qui sont comme moi en fauteuil, en tout cas, ne s'arrêteront pas à ce que moi j'ai dû m'arrêter par rapport à ce que j'ai subi, parce que c'est très violent. J'espère qu'ils seront un peu plus forts que moi, en tout cas. Mais peut-être que vous retrouverez aussi le courage de reprendre une vie normale et que vous ne serez pas freiné par les intolérances auxquelles vous avez pu être confronté. J'ai l'impression que quand je monte dans l'autobus, tout de suite, il y a une petite, il y a des affiches, interdit à ci, interdit à ça, interdit aux chiens. J'ai l'impression que ces gens, ils lisent ça, puis ils pourraient mettre interdit aux personnes en fauteuil roulant, ils seraient contents, quoi, je pense. Mais dites-vous aussi que sans doute dans le bus dans lequel vous monterez, parce que j'espère que vous le reprendrez, il y a des gens qui sont tolérants et qui sauront vous accueillir normalement comme vous devez l'être. Mais... Non, moi je crois pas qu'il faut que je compte sur les autres. Il faut que je compte sur en fait. Merci Pascal En tout cas, merci d'avoir pris mon témoignage. Et je voudrais juste simplement passer un petit bonjour à mon ami qui est sur l'île aux Moines. Et je l'embrasse très fort. Voilà, votre ami qui est sur l'île aux Moines. À l'île aux Moines, oui. Jeanne, elle s'appelle.
Elle vous écoute. Eh bien, Jeanne, Je sais. nous l'embrassons ensemble. Merci, Pascal. Maintenant, avec nous, Stéphanie, qui nous appelle de Levallois-Perret. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Vous aussi, la discrimination, vous y êtes confrontée. Vous nous racontez de quelle manière? Alors, j'ai déjà été confrontée à la discrimination. J'ai une fille autiste qui, l'année dernière, devait rentrer au collège en classe de 6e. J'ai déposé des dossiers d'inscription dans divers établissements privés et catholiques. Et malheureusement, on n'a jamais été convoqué par ces établissements. Je n'ai reçu que des lettres de refus n'expliquant pas les motivations du refus. Il a fallu que j'écrive au diocèse, que ce soit par courrier ou par mail, en parlant de discrimination et qu'il était tout à fait inacceptable que nous n'ayons même pas été reçus dans ces établissements pour pouvoir parler du handicap de mon enfant. Et suite, qui a quel âge, votre enfant? Ma fille, à l'époque, avait 10 ans. 10 ans, d'accord. Voilà. Et comme par hasard, une fois que j'avais pris contact avec le diocèse, un établissement scolaire privé catholique qui n'avait même pas pris la peine de nous recevoir nous a appelés et une classe s'était libérée pour qu'ils puissent accepter mon enfant. D'accord. C'est un témoignage qui recoupe beaucoup de témoignages que nous recevons. Pour le coup, les enfants qui ont des difficultés dans la vie rencontrent également beaucoup de mal pour être scolarisés. Là-dessus, l'éducation publique, privée, a du mal à suivre et les auxiliaires de vie sont rares dans ces cas-là. Oui, les auxiliaires de vie sont rares, mais dans notre cas, notre fille avait une auxiliaire de vie formée à ces troubles qui pouvait l'accompagner à temps plein à l'école. Mais malheureusement, même avec ça, on refusait ne serait-ce que d'étudier le dossier et de nous recevoir et de recevoir notre fille. Et dans ce cas-là, il se serait aperçu que notre fille avait les capacités à être scolarisée, elle n'avait pas de problème de comportement et qu'elle avait tout à fait sa place dans une classe de collège. Voilà, c'est une forme d'intolérance tout de même, j'imagine, très difficile à vivre quand on y est confronté. Très difficile à vivre puisque nos enfants ont le droit d'être scolarisés comme tous les enfants du monde et que malheureusement aujourd'hui encore dans beaucoup d'établissements les portes se ferment alors qu'au contraire en 2015 les portes devraient s'ouvrir. Merci Stéphanie d'avoir appelé Europe 1 pour apporter votre témoignage sur cette discrimination. Jean-Michel Apathy et Maxime Switek vous écoutent tous les jours sur Europe 1. Pour nous rejoindre, c'est le 39 21, 34 centimes la minute, ou Twitter pour témoigner avec le hashtag E1midi. Alcool et grossesse, nous en avons parlé à 12h45 sur Europe 1 avec cette étude qui montre que les dangers de l'alcool pendant la grossesse sont encore largement sous-estimés en France, alors que les médecins le disent, le risque existe dès le premier verre et dès le premier mois. Alcool et grossesse, vos témoignages au 39 21 tout de suite, Jean-Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes urgentiste ? Voilà, exactement. Voilà. En Alsace, me dit-on, mais l'Alsace est un peu vaste ? Exactement, à Strasbourg. À Strasbourg, voilà, c'est en Alsace, je confirme. Voilà, exactement. Et donc, en tant qu'urgentiste, vous avez souvent croisé la route de femmes qui avaient bu ? Voilà, de femmes enceintes, je veux dire. Pardonnez-moi ? De femmes enceintes, de femmes enceintes, oui, effectivement. Hein. J'allais dire, au niveau des urgences, on est souvent en première ligne et on accueille souvent des personnes qui viennent en général pour des certificats de coups et blessures ou qui se présentent pour rédiger des certificats de coups et blessures et qui sont enceintes et qui, malheureusement, sont également en état d'imprégnation éthylique aiguë. Et donc, malgré tout, malgré les conseils et autres, leur nombre par semaine est toujours le même. Et il y a effectivement un sentiment de banalisation de l'alcool et de la grossesse qui évolue depuis des années, hein, parce que les gens pensent que ça n'est pas grave, que c'est pas quelque chose qui peut être potentiellement malformatif ou autre. Bien sûr, on en parlait avec un spécialiste de ces questions il y a un petit moment maintenant dans Europe Midi. Nous sommes étonnés que des femmes n'aient pas encore capter le message sanitaire. Quand vous êtes enceinte, vous ne buvez pas. Mais on peut mettre aussi légitimement en cause les hommes qui accompagnent ces femmes dans la vie et qui peut-être ne les aident pas à être abstinentes quand elles sont enceintes. On fait porter la culpabilisation sur les femmes un peu facilement.
Mais je pense que je suis d'accord sur le fond, mais si vous voulez, il y a il y a un adage où il y a plusieurs, remèdes de grand-mère. Moi, je me souviens, pendant la grossesse de mon épouse, où on lui disait, quelques jours avant l'accouchement, il fallait boire de la bière, par exemple, parce que ça augmentait la montée de lait. Et puis quand on disait, mais non, l'alcool est toxique pendant la grossesse, on dit oui, mais bon, ta mère, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère, quand elle était enceinte, buvait de temps en temps, et ça n'a jamais fait de mal à personne, il faut arrêter, etc. Donc il y a effectivement une pression de l'entourage. Et puis, votre femme a été abstinente quand elle était enceinte, Michel ? Pour la première grossesse, non, pas particulièrement, parce que pas particulièrement au sens pour Noël, une coupe de champagne, ça s'est fait, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les études qu'il y a aujourd'hui, etc. C'était banal. Et vous avez été abstinent pendant sa première grossesse ou la deuxième? Oui, complètement. Très bien. Vous l'avez accompagné, bravo. Moi, je l'ai accompagné. Bravo. Voilà, donc. Mais c'est vrai que pour la première grossesse, il n'y avait pas toute cette accentuation scientifique sur les risques malformatifs et autres. Aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, on informe, et donc. Quand vous êtes enceinte, vous ne buvez pas. Oui, plutôt. Merci Michel d'avoir appelé Europe 1. Au revoir. Marie est avec nous. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Paris. Je voulais apporter mon témoignage. Voilà. Moi, j'ai eu 4 grossesses. Dans les années 80-90, on ne donnait pas tellement d'informations. Et j'ai bu allègrement, en toute bonne conscience. Sans le savoir. Pendant chacune de mes 4 grossesses. Alors, Dieu merci, mes enfants sont en bonne santé et très beaux. Mais je regrette maintenant d'avoir eu ce comportement. Et vous avez... donc vos enfants sont en bonne santé malgré tout ? Pardon ? Vos enfants sont en bonne santé malgré le fait que vous ayez bu... Tout à fait en pleine santé et beaux. Et Dieu merci, ils n'ont aucune conséquence de cette consommation excessive d'alcool. D'autant que je n'avais pas le si, s'ils écoutent Europe 1 là et s'ils reconnaissent votre voix, ils en auront connaissance. Oui. Oui, vous ne leur avez pas dit, c'est ce que vous... Excusez-moi, mais j'ai du mal à comprendre. Vous voulez dire, vous ne leur avez pas dit, que vous avez bu pendant leur grossesse, c'est ça que vous vouliez me dire, hein ? Je ne leur ai pas dit à qui ? À vos enfants. Oui, j'ai eu du mal à comprendre votre phrase précédente, j'en suis désolé. Oui, non, je n'ai pas informé mes enfants, mais Dieu merci, ils sont en bonne santé et tout va bien pour eux. Et maintenant, quand vous voyez Bien sûr. Si vous aviez eu plus d'informations, vous n'auriez pas bu. Voilà, oui. Quand vous voyez des jeunes femmes dans votre entourage qui sont enceintes, vous leur dites, ne bois pas. Je leur déconseille gentiment. Vous êtes suivi ou pas ? Ou elles s'en moquent ? Qu'est-ce qu'elles vous répondent ? Oui, il faudrait. Oui, mais qu'est-ce qu'elles vous répondent quand vous leur dites ne bois pas, tu es enceinte ? Elles vous disent tu as raison ou elles vous disent ça peut pas faire de mal une fois de temps en temps. Trinque avec nous, c'est ça qu'elles vous répondent. Pardon ? Elles vous répondent on trinque ensemble. Oui, voilà. D'accord. Merci de nous avoir appelés, Marie. Je vous en prie. Bonne journée, Marie.